Pierre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le premier biographe de Barack Obama. Selon vous, qu'est-ce que l'histoire retiendra de ces deux mandats? C'est difficile sans recul de savoir ce que l'historien retiendra d'Obama avant même qu'il ait fini son deuxième mandat. On peut penser d'abord que l'histoire retiendra ce qu'il avait dit qu'il ferait dans sa campagne de prioritaire, c'est-à-dire l'assurance santé. Sa campagne était vraiment articulée autour de son plan qu'on a appelé Obamacare et qui lui a presque coûté tout son crédit politique du premier mandat. Il a quand même été réélu. Et puis sans doute en politique étrangère, ça va dépendre un peu du prochain président, mais un leadership partagé, un leadership différent. Les républicains disent aujourd'hui que c'est un leadership affaibli, mais l'histoire devra juger si c'est un leadership affaibli ou si c'est un autre leadership, avec notamment le rapprochement avec Cuba, le rapprochement avec l'Iran, avec le retrait des troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan. Donc sur le plan de la politique étrangère, un prix Nobel qui ne semblait de la paix, qui ne semblait pas mérité en début de mandat et qui finalement à la fin des deux mandats, on peut être plus partagé. Et puis sur le plan intérieur, cette grande politique de la santé, qui est évidemment pas une sécurité sociale à la française, mais qui, quand on prend le curseur américain, est quand même sans doute ce qui pouvait être fait de plus dans le contexte d'une opposition républicaine très forte. Après, il y a évidemment toutes les promesses non tenues, son opposition avec le Congrès, qui fait que, par exemple, la prison célèbre de Guantanamo est toujours pas fermée. Mais je dirais, pour conclure sur ce point, que Obama a l'opportunité d'être un démocrate président qui aurait un successeur président démocrate ou présidente démocrate. Ça, c'est très très rare. Ce n'est jamais arrivé depuis le début des années 50, c'est-à-dire depuis le 22e amendement qui prévoit une simple réélection, qui prévoit qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 mandats, ce qui permettrait, dans ce contexte particulier du checks and balances américain, eh bien d'enraciner le bilan de Barack Obama. On imagine bien qu'un président républicain détricoterait en partie Obamacare, par exemple, et d'enraciner un certain nombre de propositions et de décrets, notamment sur le port d'armes. Si Hillary Clinton était présidente, s'il y avait 16 ans de présidence démocrate, alors là évidemment l'histoire retiendrait en quelque sorte le bilan d'Obama dépend de qui peut-être va être élu en novembre prochain. Alors justement, êtes-vous surpris de l'ascension politique fulgurante de Donald Trump déjà? Alors tout le monde est surpris du fait que Donald Trump puisse durer. On pensait que... Même aller jusqu'au bout Oui, parce que quand Donald Trump, c'est peut-être la principale erreur des commentateurs politiques les plus avertis, même aux États-Unis, en 2015, c'était de dire la candidature de Donald Trump n'ira pas au bout. Il ne va même pas aller jusqu'au bout de cette campagne. Et en fait, non seulement il est allé au bout, mais il sera vraisemblablement le candidat du parti républicain. Donc il a remporté. Ce qui est surprenant, c'est à quel point l'électorat républicain est fâché contre ces institutions, ces représentants. Si on regardait dès le début ce que les électeurs républicains disaient, ils disaient on se sent trahi par notre parti, on veut un candidat hors système. Donc ils ont leur candidat hors système et État après État, ils ont réalisé ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, c'est-à-dire voter pour un candidat qui n'a jamais été sénateur, qui n'a jamais été gouverneur, qui n'a jamais été représentant, qui n'a jamais été ne serait-ce que le maire d'une ville de quelques milliers d'habitants, il n'a jamais été élu. Non seulement il n'a jamais été élu, mais il en fait une force. Il dit « votez pour moi, je ne suis pas un politicien ». Ça montre à quel point, si en plus on additionne à cela le succès de Bernie Sanders du côté démocrate, qui ne va pas jusqu'à gagner l'élection du côté démocrate, mais qui a concurrencé de manière très forte la candidature d'Hillary Clinton. Lui, dans un certain sens, Bernie Sanders dit aussi « je suis hors système ». Il a répété à l'envi qu'il était le congressman
qui était inscrit du côté des indépendants sur la plus longue durée. C'est-à-dire, je ne suis ni républicain ni démocrate, votez pour moi. Je suis indépendant. Donc ça montre qu'on a une partie, et ça nous intéresse, nous évidemment en France, dont on sait qu'une partie des évolutions de cette société américaine arrive en France avec quelques années de retard, eh bien il y a cette sorte de défiance à l'encontre des institutions qui fait qu'un parti comme le Parti républicain risque d'avoir comme candidat Donald Trump. Pourquoi je dis risque? Parce que ça risque de le pénaliser dans cette campagne. Hillary Clinton a de fortes chances de l'emporter. Et donc le Parti républicain deviendrait le parti du non, le parti de l'opposition, l'opposition à Washington. Et c'est pour ça que le Parti républicain réussit très bien dans les élections de mi-mandat, au moment où on proteste contre le président, en votant pour des sénateurs et des représentants qui sont contraires à son parti. Là, le Parti républicain fait bien. Et le Parti républicain, il y a une autre donnée, eh bien, va à l'encontre des évolutions démographiques et culturelles de la société américaine. C'est-à-dire que... Très réactionnaire, conservateur... Et blanche, Donald Trump soude la colère de l'homme blanc, ce qu'on appelle la GOP rage, hein, la rage du parti GOP, sauf que ça ne fait pas toute l'Amérique. Ça ne fait pas toute l'Amérique, il y a déjà 5 États où les minorités sont majoritaires et où Trump risque de se retrouver comme étant l'aimant à mobilisation des minorités contre lui et pour Hillary Clinton. Donc ça suffira pour qu'il ne soit pas le prochain président. Ça risque d'être très compliqué, cette carte électorale et cette carte démographique. Reagan avait besoin, c'est Soufiane El Sabah qui le dit avec beaucoup de justesse, il a calculé ces chiffres, Reagan avait besoin de 60% du vote blanc pour l'emporter, dans une Amérique qui était majoritairement blanche. Pour l'emporter, Donald Trump aurait besoin de 75% du vote blanc pour l'emporter, ce qui semble très, très compliqué. Alors on en vient forcément à l'actualité politique française, c'est les futures élections. Déjà, êtes-vous surpris par tant d'impopularité de François Hollande ? Non, on ne peut pas être surpris de l'impopularité de François Hollande. D'abord, on a eu du temps pour s'y habituer. Est-ce que c'était une résultante ou c'était une mauvaise communication? Vous savez, il y a un très bon analyste politique qui s'appelle François Hollande. Il le reconnaît d'ailleurs, il dit voilà. Et lors de sa dernière émission, je faisais partie des 4 millions, c'est très peu, mais de Français qui l'ont regardé. Il a analysé très très bien. Au détour d'une phrase qui n'a pas été tellement relevée, il a dit il ne faut pas rater son départ quand on est président. Il l'a dit de cette manière-là, pas aussi nettement, mais il a dit si c'était à refaire, si j'avais un regret, c'est commencer rapidement ces réformes, aller vite, ne pas perdre de temps au début. On est dans une société du flux et dans cette société-là, effectivement, ce que un président américain comme Roosevelt avait compris dans les années 30, c'est-à-dire qu'il fallait réformer en 100 jours. Eh bien aujourd'hui, c'est encore plus vrai au début du 21e siècle. Il y a aujourd'hui une proposition d'Attali et d'un groupe sur 100 jours. Et c'est intéressant cette idée des 100 jours. C'est-à-dire que si on rate son départ, souvenez-vous de Nicolas Sarkozy et ses premières vacances, il y a une sorte de problème institutionnel. Le président est élu en mai. Et l'Assemblée nationale part ensuite et le Sénat en vacances. Donc ça commence par des vacances. Est-ce que simplement ce calendrier-là est adapté à un temps de crise? Sans doute pas. Il aurait fallu dès le départ dire, alors peut-être que ça aurait été un outil de communication, je ne pars pas en vacances. Ce qu'il a dit d'ailleurs le deuxième été, mais le deuxième été c'était presque déjà trop tard. Donc ça veut dire que dès le départ, comme un sportif qui part avec 20 mètres de retard, ça arrive parfois de rattraper son retard, mais c'est quand même plus difficile de partir derrière. Mais vous pensez quand même qu'il a finalement, un petit peu aussi comme Barack Obama, les promesses de campagne, finalement, il a été jusqu'au bout de sa politique, où il a fait des réformes qui n'ont pas été du tout socialistes, j'allais dire socialistes. C'est effectivement difficile de tenir un discours dans sa campagne, mais il faut quand même lui rendre justice. Il faut lui rendre justice sur le fait que dans sa campagne, il a effectivement
fait un discours sur l'anti-finance, sur mon ennemi c'est la finance. On ne retient que... Mais il a quand même dit beaucoup dans sa campagne qu'il y aurait 2 ans extrêmement difficiles, puis après 2 ans de redistribution. Il a dit qu'il fallait aussi serrer la vis des comptes publics. Il l'a dit aussi plusieurs fois. Alors là où il a fait une erreur, c'est il aurait dû le redire de manière très très forte au moment où il est arrivé. Expliquer, faire plus de pédagogie sur sa politique dès le départ. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de promesses de campagne. Il n'avait même pas appelé ça des promesses, il avait appelé ça des engagements qui ne sont pas tenus. Et il faut au moins expliquer pourquoi ils n'ont pas été tenus. C'est-à-dire que par exemple, Barack Obama sur Guantanamo explique pourquoi il n'a pas tenu cet engagement. Alors, c'est valable ou pas. Bien, François Hollande devrait faire la même chose. Par exemple, sur le droit de vote des étrangers, il devrait plus nettement dire « je suis favorable à ce droit de vote » comme je l'étais au moment de la campagne. Ça n'a pas été possible pour telle et telle raison, on le sait, par opposition de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et c'est ce qu'il a fait pour la déchéance de nationalité d'ailleurs. Alors pour la déchéance de nationalité, il a reconnu avoir... en fait, il a fait une annonce au début qu'il ne pouvait pas tenir. Là, ça a été sans doute une annonce trop rapide. Mais il pensait que, par exemple, que la future loi de travail, c'est une réforme socialiste. Par exemple, est-ce que ça va dans le sens de l'engagement qu'il a pris lors de la campagne, lors de sa campagne présidentielle? Le problème n'est pas d'essayer de tenir des équilibres tout politiques en responsabilité, c'est de tenir des équilibres entre des contradictions. Le problème est celui de la pédagogie mis derrière et le problème est celui du cap fixé. En fait, le problème de François Hollande est un problème littéraire. Un homme politique, on dit souvent, il y a les actes et puis il y a la parole. Il n'y a rien de plus faux en politique. La politique, c'est de la parole, c'est de la mise en narration qui entraîne. Alors on peut le regretter, on le voit bien. Barack Obama n'a pas tout fait bien. Il sort de ses 2 mandats avec une popularité qui est importante. Et on verra que d'ici quelques temps, sa popularité va encore augmenter avec les années et lorsqu'on le comparera à d'autres présidents. Donc la narration est très importante. Il ne faut pas rater ses discours. C'est très important la qualité des discours d'un président. La manière dont il est capable d'emporter ou pas une population. À quel moment les citoyens français peuvent dire j'ai eu la chair de poule en écoutant François Hollande, je me suis senti emporté en écoutant François Hollande, je me suis senti rassuré en écoutant François Hollande. Ce que je dis là est peut-être correspond aussi aux institutions de la Ve République. On peut penser que cette personnalisation du pouvoir est quelque chose de négatif, mais dans le cas de ces institutions, si le président n'est pas capable de faire cela, eh bien ça pose un problème institutionnel. Donc ce que vous dites, c'est que finalement François Hollande est plus un mauvais communicant qu'un mauvais président. Ce que je dis, c'est qu'en politique, il est trop caricatural d'opposer la communication et l'acte réel. Pour mettre en place une politique publique, il faut être capable de la mettre en mots et être capable de construire un récit commun pour que le pays se sente engagé à accomplir collectivement ce qui a été décidé. Alors, on en vient justement en Corse. Je disais tout à l'heure l'impopularité de François Hollande et donc du coup la popularité de Marine Le Pen qu'on voit très peu aujourd'hui dans les médias français, qui fait un petit peu son tour du monde, même si elle n'est pas reçue comme elle voudrait être reçue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que sur les prochaines élections françaises présidentielles, elle a ses chances d'accéder au pouvoir suprême? Oui, vous savez qu'avec Farid Boudjelal, on a écrit cette BD, La Présidente, qui présente pour 2017 l'avènement au pouvoir du Front National. Et l'une des intuitions de cette BD déjà se réalise dans les sondages. Pas au moment où on l'a publié, mais aujourd'hui, si vous prenez un deuxième tour entre François Hollande et Marine Le Pen, dans notre BD on dit 50,4% pour Marine Le Pen
et on nous disait mais vous êtes fous, aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, c'est 53% pour Marine Le Pen si elle était opposée à François Hollande au deuxième tour. Mais elle ne sera pas opposée. Peut-être pas. Pour le moment, les enquêtes d'opinion prévoient autre chose. Peut-être Juppé, peut-être Sarkozy, autre chose. Mais ça veut dire que sur un point au moins, réfléchir aux dynamiques. Dans la BD, l'idée c'était de réfléchir à des dynamiques et pas réfléchir seulement à des données statiques. C'est pas parce que les choses aujourd'hui ne sont pas ce qu'elles sont que demain elles seront pas ce qu'on a prévu qu'elles soient. Donc il faut réfléchir en politique à ce qui peut arriver, au momentum, à ce qui... Et il y a une donnée fondamentale. En 2002, en confrontation, le Front National, son chef, Jean-Marie Le Pen, était à 13% face à un Jacques Chirac qui était à 87%. Aujourd'hui, c'est dans ma même opposition du 53-47. Ça veut dire qu'en 14 ans, le Front National a pris 30 points. Il lui reste aujourd'hui plus que 3 points à prendre en confrontation. C'est peut-être la dernière marche qui est la plus difficile. Mais qui peut dire que dans 5 ans, cette marche, elle ne sera pas franchie. D'autant plus que Marine Le Pen, vous le savez, n'est pas très âgée et que derrière Marion Maréchal Le Pen, dont on dit qu'elle est encore plus brillante que sa tante, elle a à peine 25 ans. C'est possible en France qu'on ait une présidente issue d'un parti d'extrême droite? C'est possible en France. Alors, la poussée du populisme d'extrême droite, c'est commun à l'ensemble des sociétés européennes. Vous avez vu ce qui se passe en Allemagne, dans une société qu'on pensait être protégée de ce type de retour, de tentation totalitaire. Vous avez vu ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous voyez autour de Trump ce qui se passe autour de sa candidature. Alors, ce qui se passe en France, c'est que les institutions aujourd'hui le permettent. On a un jeu maintenant, une tripolarité qui fait que au cours des 3 dernières élections, le Front National est arrivé en tête en termes de votants. Et ce Front National, il a été conçu pour gagner la présidentielle. Qui peut penser que ce parti réussirait à réunir le plus grand nombre de votants sur 3 élections qui ne sont pas de son ADN et ne réussirait... Mais bien sûr, mais l'abstention, on dit l'abstention est la première partie de France. Je réponds souvent, l'abstention ne sera jamais à l'Élysée. Donc il faut que vous preniez en compte le fonctionnement. Bien sûr, mais c'est la donnée fondamentale. Vous avez vu que dans la BD, on imagine un taux d'abstention important, un report de voix qui ne s'effectuerait pas. J'imagine que dans le cas où François Hollande est perdant à 47% face à Marine Le Pen, vous avez vu le sondage, c'est aussi avec un taux d'abstention qui est considérable. C'est pour ça que nous, on a utilisé cette arme de dissuasion citoyenne, cette arme culturelle, pour dire, vous avez l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra. En fait, peut-être estimer que ces 2 maladies, que sont la droite et la gauche, sont des maladies mais qui ne sont pas mortelles. Vous en avez une 3e qui peut être mortelle pour notre pays, parce que son programme est effectivement mortifère.